Salut les agilistes, dans cet épisode nous allons discuter de Tribal Leadership et comment cette théorie peut être utilisée pour comprendre la culture de votre entreprise. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Agilist, le podcast francophone de l'agilité où tous les 15 jours on vous partage nos conversations et réflexions autour des méthodes, des techniques et des outils. Je suis Julien Terret et comme toujours je suis accompagné de Pierre Ferré-Ferrand. Comment ça va Pierre ? Ça va super Julien, merci. Les beaux jours reviennent à Londres donc j'en profite. Excellent. Et aujourd'hui on a un invité de qualité, on a la personne de François Elk. Bonjour François. Bonjour François. Bonjour à vous. Bonjour à vous Julien et Pierre. Je suis un fidèle auditeur du podcast et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. D'habitude je vous écoute dans ma voiture, en train de courir au bord du lac. Voilà, donc aujourd'hui je suis dans ma chambre, mais je suis très content de participer à cet épisode. Ravi de te recevoir. Et oui, c'est un honneur. Donc aujourd'hui on va parler de Tribal Leadership. Et donc pour relier un petit peu, donc aujourd'hui au moment où on enregistre, il y a l'épisode avec Sergio qui est sorti. Alors c'était pour vous sûrement pas le dernier épisode mais l'épisode d'avant, et du coup avec Sergio on parlait de je viens de passer manager, qu'est-ce que je fais, je manage 1, 2, 3 personnes et puis voilà, comment est-ce que je fais mes premiers pas là-dedans. Aujourd'hui on va essayer d'ouvrir un petit peu plus et se demander comment est-ce qu'on peut manager 30, 50, 100 personnes, quelle est la différence et comment est-ce qu'on passe à l'échelle, quels sont les concepts qui deviennent intéressants à ce niveau-là. Mais avant tout ça, François, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, ta vie, ton œuvre, qu'est-ce que tu fais ici, qu'est-ce qui t'amène ? Mon œuvre, carrément. Alors, si vous m'écoutez attentivement, vous allez peut-être déceler un petit accent suisse. Donc, je suis suisse, j'ai grandi dans une région assez rurale au nord de la Suisse, pas très loin de Bâle, et puis j'ai fait mes études dans une école d'ingénieurs à Lausanne qui s'appelle le PFL, donc formation d'ingénieur. Ensuite, j'ai un parcours qui est assez traditionnel, je crois, qui est pas mal d'années dans le développement logiciel, différents rôles, développeur back-end, développeur mobile, un petit peu de développement web. Et puis je travaillais pour une société de conseil, comme beaucoup d'ingénieurs en informatique, et puis qui m'ont aussi amené à faire quelques missions de coaching, d'agilité en tant que Scrum Master, aider des Product Owners, etc. Et puis j'ai développé un appétit assez important pour tout ce qui était méthodologie. Je travaillais dans une société où il y avait encore une mentalité qui était très très waterfall. Alors là, on parle des années entre 2005 et 2010. Donc l'agilité était déjà là, mais en Suisse, on a aussi souvent un petit peu de retard. Donc voilà, les grandes sociétés avaient toujours tendance à travailler beaucoup en waterfall. Et donc j'ai fait quelques missions d'accompagnement, puis ensuite j'ai accompagné plutôt des directions de services informatiques, des DSI sur des grands programmes de transformation, des roadmaps, des programmes. Et puis après j'ai eu la frustration, je crois que beaucoup de consultants ont, qui est faire beaucoup de slides, beaucoup de meetings, essayer de convaincre les preneurs de décision, mais ensuite on a un peu la frustration de plus être là quand le programme est mis en œuvre. Et donc j'avais envie à ce moment-là de rejoindre des structures un petit peu plus petites, où je pourrais avoir un peu plus d'impact, où je pourrais suivre les projets sur un plus long terme. Et donc j'ai décidé de rejoindre une start-up à ce moment-là, où j'ai continué mon parcours dans le développement. Donc j'avais un rôle technique de développeur, et puis c'est à partir de là que petit à petit j'ai pris différentes responsabilités, mais cette fois plus dans le management. Donc dans cette première start-up, c'était une toute petite structure, on est passé entre 2 maximum 10 personnes pendant un petit moment. J'ai commencé comme développeur, mais j'ai fini les 3 dernières années, je crois, en tant que CTO. Donc c'était ma première expérience de management. Mais il y avait plus la valence, on va dire, leadership technique, qu'on retrouve généralement chez les CTO. Et puis ensuite j'ai rejoint Swissborg, donc dans la société dans laquelle travaille Julien également. Et j'ai rejoint Swissborg en tant que premier engineering manager. Donc c'était au moment où Nicolas, le CTO, avait déjà recruté
15 ou 20 ingénieurs. Et puis je pense que c'est à cette taille où ça commence à devenir difficile. Pour le CTO, de gérer la stratégie, de gérer le management, la culture et toutes ces choses. Donc il avait besoin de quelqu'un pour l'aider sur la partie management. En tant que CTO, je me rendais compte que ce qui me motivait le plus, je crois, c'était de faire évoluer, grandir des équipes. Et en fait, j'étais pas si déçu ou si triste que ça de quitter cette, on va dire, la balance un petit peu plus technique. Et puis, Swissborg a pas mal grandi ces 3 dernières années, surtout les 2 premières. Et puis, du coup, mon parcours chez Swissborg, c'était prendre une équipe qui avait une quinzaine, vingtaine de développeurs, et puis la faire grandir jusqu'à pas loin de 80 développeurs en un petit peu plus de 2 ans. Donc c'était un joli parcours. Donc commencer en tant qu'engineering manager, ensuite director of engineering, VP of engineering. Et puis récemment en fait j'ai pivoté un peu, je suis VP of product maintenant chez Swissborg. Donc on pourra peut-être en parler un petit peu, mais je pense ce qui est le plus intéressant pour le podcast aujourd'hui, c'est plus mon expérience en tant que VP of engineering. Et qu'est-ce qui se passe finalement de gérer une équipe en tant que CTO de 3, 4 développeurs, ensuite on va dire une dizaine, quinzaine de développeurs et ensuite 80. Voilà, qu'est-ce qui change, quel est le focus, passage à l'échelle. Je pense que c'est intéressant de discuter de tout ça. Voilà. Bon en effet, sacrée œuvre pour l'instant. Donc on va parler du coup de Tribal Leadership. Peut-être on peut commencer comme ça. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le livre et les différents concepts très rapidement, et puis ensuite quel usage t'en as dans la vie de tous les jours, j'ai envie de dire. Super. Alors peut-être juste pour faire un tout petit peu le lien quand même. En fait, je me suis rendu compte, quand on passe à l'échelle, quand on gère une équipe de 5, 10, 15 personnes, c'est vrai qu'on est, et souvent, on garde une valence technique. Donc finalement, on reste un développeur, puis on prend une valence de management. On a souvent un petit peu ce parcours-là, où j'étais un individuel contributeur, et puis je commence à prendre 1, 2, 3 personnes, souvent un peu plus juniors que moi, je les fais monter en compétences. Après, quand on commence à passer à l'échelle, on se rend compte que on est moins sur du coaching individuel, déléguer des tâches, etc. Mais on est plus dans la gestion d'un système. Et finalement, les problématiques impactantes et qu'on doit commencer à gérer en passant à l'échelle, c'est plus tant de gérer ses relations individuelles avec les gens. Forcément, ça reste important, mais en général, on a des managers qui font ce travail-là. Le travail d'un directeur ou d'un VP, du coup, ça devient plus comment optimiser le système pour faire en sorte que mon équipe at scale continue à idéalement délivrer autant que quand l'équipe était constituée de 2, 3, 4 personnes. Et aussi très important, garde finalement la culture initiale, si la culture initiale était bonne. Mais c'est toujours un peu ce challenge de comment j'arrive aussi à scaler un peu cet esprit de camaraderie, surtout dans une start-up où les gens au début sont souvent habités par une mission, c'est très clair, il y a un côté un peu hackathon, on est tous ensemble, on fait quelque chose. Quand on commence à multiplier les équipes, multiplier les objectifs, on perd un petit peu naturellement ce lien. Donc c'est là où les managers à ce niveau-là deviennent intéressants, c'est comment on arrive à optimiser le système. Et on se rend compte, en tout cas je me suis rendu compte que même si le système, les process, c'est important, gérer les carrières, c'est important, mais il y a quand même avoir une bonne stratégie, l'aligner avec la vision, c'est fondamental aussi. Mais en fait, on se rend compte que si on... Finalement, ce qui est peut-être même encore plus important, ou en tout cas aussi important, c'est de gérer la culture. Parce qu'il y a une fameuse quote qui est attribuée à Peter Drucker, qui est un des pères du management moderne. Enfin, moderne, ça commence à faire un moment maintenant. Mais sa quote, c'est Culture, Eat, Strategy for Breakfast. Et donc, qu'est-ce que veut dire cette quote? C'est que on se rend compte que si la culture à l'intérieur de l'entreprise, à l'intérieur des équipes est mauvaise, on peut venir avec tous les plans stratégiques qu'on veut. Finalement, à la fin, c'est les équipes qui les implémentent. Et donc, si les gens, la culture qu'il y a dans les équipes où le travail est censé se faire est mauvaise, finalement, on se rend compte que le travail est minimal, de mauvaise qualité. Ça frustre. Donc il y a toute cette question de comment je peux cultiver une culture qui est saine, et si j'ai une culture qui est malsaine,
comment est-ce que moi, en tant que manager, je peux essayer d'élever la culture pour que mon équipe délivre finalement. Et pour l'instant, une des meilleures ressources que j'ai trouvées pour aider les managers qui font ce travail-là, c'est de s'appuyer sur pas mal de concepts, effectivement, du bouquin qui s'appelle Tribal Leadership. Donc, voilà. Donc après, je peux continuer en vous décrivant un petit peu ce que le bouquin décrit, s'il vous plaît. Alors, en fait, pour illustrer un peu le livre, pour essayer de le rendre un petit peu concret, je pense qu'on arrivera tous à s'identifier à certaines histoires que je vais raconter. Mais je pense qu'on a, pour illustrer peut-être une culture qui est pas idéale, malheureusement on peut penser peut-être ou le cliché malheureusement souvent, c'est peut-être ce qu'on voit souvent dans des offices de poste ou dans des chaînes de retail, où on a l'impression sûrement en tant qu'employé aussi, mais en tant que client ou utilisateur, que les gens auraient tendance, ou on a l'impression qu'ils seraient plutôt partisans du moindre effort. Si on a la chance de capturer une conversation à la machine à café et qu'on écoute, en général on va plutôt entendre les gens qui se plaignent, qu'on n'a pas de budget, que le chef c'est un con, qu'on a ce truc est corrompu et ça. Donc on voit que dans des cultures qui sont pas optimales en fait pour cultiver une ambiance où les gens ont du plaisir à travailler, où il y a un gros focus sur la complainte. On voit que les gens ne prennent pas l'accountability, je sais même plus comment on le traduit en français, mais on voit qu'on est dans une culture où il y a un peu partisan du moindre effort, etc. Je pense qu'on arrive tous à s'imaginer une culture d'entreprise ou d'équipe un peu comme ça. Puis après on voit que dans d'autres contextes, souvent ça se voit assez fréquemment dans le monde de la tech, dans les startups, en tout cas au début, où finalement dans les équipes on voit où les gens se fédèrent tout seuls, on a l'impression que les gens ont la banane quand ils viennent au travail, les gens se focusent pas trop sur les problèmes, mais ils se focusent sur la mission, l'objectif, on voit que la collaboration entre les gens se fait naturellement. En fait, c'est intéressant de se demander ce qui change entre... finalement, des fois, ça peut même être les mêmes personnes en fonction du contexte. Peut-être qu'au travail, les gens sont dans un contexte qui cultive un petit peu cette culture du minimalisme, où la personne ne va pas être engagée, puis finalement, on va rejoindre une association, travailler dans le monde associatif ou autre, où en fait, la même personne, dans un contexte différent, va se comporter de manière totalement différente. Donc, le livre Tribal Leadership, en fait, propose un framework pour identifier ces différentes cultures, et eux viennent avec un concept d'échelle. Ça veut dire que tout en bas de l'échelle, il y a tout ce qu'on veut pas, tout en haut de l'échelle, il y a tout ce qu'on veut. Et donc lui parle de niveau 1, de culture de niveau 1, culture de niveau 2, culture de niveau 3, culture de niveau 4 et culture de niveau 5. Donc peut-être rapidement, je vais présenter un petit peu ce que ces différentes culture représente et pourquoi nous en tant que manager on a tout intérêt à essayer de cultiver une culture en tout cas de niveau 4. Et ce qui est peut-être intéressant de dire aussi avant en introduction de ces différents niveaux, ce qui est peut-être important, qui vient aussi du livre, c'est que Tribal Leadership, donc il y a le mot tribal dedans, tribal, ça n'a rien à voir avec peut-être ce qu'on peut imaginer du terme. Ce qu'il entend par tribu en français, c'est pour lui un groupe entre... quand je dis lui, c'est l'auteur du livre, Dave Logan, ou un des auteurs du livre. Donc pour lui, une tribu, c'est un groupe entre 20 et 150 personnes. Et une chose qu'il dit dans son livre, c'est que il y a quelque chose de magique dans cette taille d'équipe, parce qu'ils se sont rendus compte que tout ce que l'humain est capable de faire, en général, se fait par un groupe entre 20 et 150 personnes. Donc c'est quelque chose, en tant qu'espèce humaine, qu'on fait naturellement. On se regroupe ensemble. Comme on dit, les oiseaux, ils vont se regrouper, machin. Les humains, naturellement, si tu les laisses, ils vont se grouper en tribus. Et puis, maintenant, la mauvaise nouvelle, c'est que, naturellement, les humains vont s'organiser en tribus, mais qui ont une culture qui n'est pas optimale. Et c'est un peu ça le drame. Et donc, dans le livre, on dit que si on laisse les tribus se faire, il y a
75% des tribus du coup qui travaillent pas de manière optimale. Je vais décrire ce que c'est dans une minute. Et finalement, il y a que 25% des tribus, des équipes qui fonctionnent dans un modèle finalement qui permet du travail efficace où les gens ont finalement du plaisir à venir dans une culture dans laquelle les gens ont du plaisir à venir travailler. Donc ça, c'est fondamental. Donc, prémisse, c'est une tribu, c'est un groupe de 20 à 150 personnes. Et que si on veut réaliser quelque chose de marquant, on a tout intérêt à regrouper au moins un groupe, une tribu de 20 personnes autour de soi. Et donc, c'est 5 différents niveaux, de la pire à la plus souhaitable. Donc le niveau 1, c'est tout ce qu'on va retrouver dans les gangs, dans les prisons. Donc c'est à ce niveau-là, le langage, ça sera du désespoir. En anglais, ils disent « life sucks ». Donc ça veut vraiment dire que les gens sont vraiment dans l'hostilité, dans le désespoir complet. Et ils ne voient pas de raison pour laquelle ça s'améliore. Alors heureusement, en entreprise, c'est quelque chose qu'on voit quand même très très rarement. Je crois que dans l'étude, le livre est en fait basé sur une étude scientifique. C'est des chercheurs à la base. Donc je crois que c'est 2% des tribus qui sont à ce niveau-là. Donc j'insiste pas trop dessus parce qu'heureusement, ça arrive pas trop souvent. Le niveau 2, c'est là justement où c'est ce que je décrivais avant, malheureusement des fois les offices de poste ou ces cultures où finalement on est un petit peu dans le partisan du moindre effort, beaucoup de complaintes, pas d'autonomie, pas d'accountability, ce genre de choses. Et à ce niveau-là, du coup on a un langage qui est plus la vie et merdique de manière générale, mais c'est ma vie à moi qui n'est pas bien. Donc ils peuvent se rendre compte qu'ailleurs c'est bien, mais pour eux, voilà, la vie est pas idéale. Et le type de comportement qu'on voit, c'est justement des gens qui deviennent apathiques, qui prennent pas d'initiative. Et si on a une culture comme ça dans nos tribes, dans nos entreprises, en fait, il y a quand même du travail qui se fait, mais c'est le travail minimal. Personne va, si quelqu'un a une bonne idée, en général, on va lui dire « Oh, t'es gentil, on a déjà essayé, ça n'a pas marché ». Et généralement, c'est ces cultures où quand il y a quelqu'un qui essaye de sortir du lot, ben, en fait, tout le monde est là pour le tirer en bas. Donc ça, en fait, c'est très compliqué parce que du coup, ben, en plus, l'être humain, quand quelqu'un se plaint, on a tendance à être empathique, on va aller discuter avec lui. Donc en fait, c'est une culture qui s'auto-entretient. Et c'est très très néfaste et nocif. Et là, malheureusement, on a, d'après l'étude, c'est 25% des tribus dans les entreprises qui se comportent comme ça. Donc ça fait quand même un quart des... Et des fois on se dit mais il suffit de faire venir quelqu'un pour motiver les gens, on va faire venir un speaker, puis on va expliquer, on va mettre des valeurs ou des trucs. Et en fait quand les gens sont à ce niveau-là, c'est même pas que ça sert à rien, c'est que ça empire. Parce que les gens vont se dire mais déjà je pensais qu'ils comprenaient rien, mais en fait ils sont encore plus bêtes que ce que je pensais. Donc il y a vraiment ce côté où quand les gens sont à ce niveau-là, j'expliquerai les points de leverage qu'on a pour élever la culture. Mais on peut pas directement arriver en disant mais les gars il faut être collaboratif, il faut venir, etc. Il y a un besoin de les élever. Donc voilà, ça c'est niveau 2. Et c'est quelque chose forcément qui n'est pas souhaitable. C'est oui, c'est quelque chose. On parle souvent régulièrement de rétrospective ici. Typiquement, les rétrospectives, c'est le genre de truc qu'il faut beaucoup adapter au groupe et ça, en fonction, je trouve ce bouquin, moi à l'époque, il m'a beaucoup aidé. Je l'ai lu avant d'être Scrum Master. Il m'a beaucoup aidé à pouvoir m'adapter à la situation et à l'équipe. Parce que si effectivement t'es en face d'une tribu de niveau 2, c'est pas la peine de partir sur des trucs super méta, essayer d'expliquer les valeurs de Scrum, etc. Ça va pas marcher. Il faut déjà, moi, ce que j'avais commencé à faire, c'est plutôt aller sur, ok, bon déjà, c'est quoi les problèmes ? Parlons des problèmes tous ensemble. Comme finalement, tu es dans une culture où il y a pas mal de négatifs, bah voilà, les gens ils sont plus enclins à parler des problèmes que des solutions. Donc déjà, commencer, puis ensuite, faut voir, mais je trouve moi ça me fait penser à ça. J'ai eu des flashs de rétro qui se passaient pas comme prévu.
Il y avait aussi j'ai un bon exemple qui me vient de mon oncle, mais il travaille à la NPE, donc qui est l'ancien nom de Pôle Emploi aujourd'hui. Et en fait, il avait eu un emploi d'été pendant 2 mois. Il a été viré au bout de 2 semaines parce qu'en fait, il devait trier des dossiers. Et donc, comme c'était un gars plutôt malin, il avait mis en place un système de tri de dossiers par ordre alphabétique, ce qui fait qu'en fait, le boulot qu'il devait faire en une journée et que tous les autres employés faisaient en une journée, il le faisait en même pas 2 heures. Donc en fait, au bout de 2 heures, il allait voir son chef, il disait j'ai fini, qu'est-ce que je peux faire? Enfin voilà, lui il était bouillant, il avait envie de faire plus, et donc son chef il disait non, faut que tu fasses comme les autres, ton travail nanana. Et il a été viré au bout de 2 semaines sous prétexte qu'il déstabilisait l'organisation. Donc je pense que ça rentre parfaitement dans une tribu de niveau 2 il amène de l'innovation, il amène une solution, et en gros il le dégage parce qu'ils en veulent juste pas, puisqu'ils sont parfaitement heureux avec leur manière de faire, et il faut que ça rentre bien dans leur petite case de la quantité de travail sur une journée. Si tu le fais plus vite, oh là 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 là, comment on va faire? Donc ouais. Absolument. Après, il peut y avoir aussi des entreprises, des secteurs où où le type de travail, voilà, ça peut convenir à certaines personnes, et pourquoi pas. Mais voilà, si on travaille dans une organisation qui doit innover, etc., généralement on peut pas se permettre ce genre de culture-là. Donc ça, c'était pour le niveau 2. Le niveau 3, on est dans des cultures où le type de langage, ça va être I'm great. Donc je suis bon. Donc là on est typiquement dans des cultures un peu plus, alors finalement où I'm great, donc je suis fort, je me sens meilleur que les autres. Donc on est dans une culture un peu de la performance individuelle, de la compétition, du type de relation où on va être dans le contrôle, on va essayer d'écraser les autres pour se mettre en avant. Donc on n'est pas du tout dans la collaboration, mais on est quand même dans une culture où la performance est reconnue, mais c'est plus la performance individuelle. Et donc c'est mieux que le niveau 2 où finalement tout le monde se plaint, mais finalement on est dans une culture dans la culture de niveau 3 où il n'y a pas d'équipe réellement, il y a des individualités, il n'y a pas d'effort commun. Et même si ces cultures de niveau 3, des choses se passent, il y a quand même des achievements qui se font, on manque ce côté collaboratif. Et ce n'est pas des environnements dans lesquels on prend généralement du plaisir à s'épanouir professionnellement. Et souvent ce qu'on voit, c'est que au bout d'un moment, les gens qui travaillent ou qui ont un mindset de niveau 3, ça veut dire j'essaye d'être le meilleur, etc. Il y a souvent un moment où en fait on tape dans le mur en se rendant compte que finalement j'arrive à faire des choses bien tout seul, mais en fait il me manque quelque chose. Parce que humainement on a quand même ce besoin de sentir qu'on veut travailler pour quelque chose qui est au-delà de nous, avoir un purpose ou une vision, quelque chose sur laquelle on peut se raccrocher. Et du coup, ça débouche sur des cultures de niveau 4. Et c'est là où ça commence à devenir intéressant, parce que dans les cultures de niveau 4, c'est là où on commence à faire émerger des concepts comme des valeurs communes, une vision, le type de relation commence à ne plus être binaire, mais on voit que les gens commencent à se structurer en réseau. On n'a plus un chef qui veut contrôler tout ce qui se passe, et il faut que toutes les communications passent par lui, mais on commence à avoir des choses qui sont un peu plus organiques dans l'organisation. Et c'est typiquement quelque chose qu'il faut cultiver pour arriver à des résultats qui sont meilleurs. Et juste pour vous donner des chiffres sur les cultures de niveau 3, donc ces cultures qui sont plutôt individualistes, dans les entreprises, on les retrouve. Vous pensez qu'on les retrouve à combien de pourcents, Pierre ? J'ai malheureusement envie de dire que ça va être la majorité. Et je dirais qu'on est autour de peut-être 50%. Avant ça, combien de pourcents pour le deuxième? Parce que j'ai pas eu le niveau 2. Parce que j'ai eu 2% pour le premier. Ouais, 1 et 2, c'était 26%. 1 et 2. Ou 25 en tout, quoi. Ok. Donc, ouais, non, je serais pas étonné que ce soit un solide 50%. Ouais, parfait. C'est 49%. Presque. Voilà. Donc voilà, niveau 3, c'est souvent ce qu'on voit aussi typiquement, le cliché, c'est un peu la banque ou des structures comme ça qui sont très compétitives. Et ces cultures de niveau 4, quelque chose qu'on recherche plus, c'est 22%. Et ensuite, juste pour le mentionner,
je m'attarderai plus sur où on peut discuter des tribus de niveau 4, où c'est le plus intéressant, et peut-être faire le parallèle avec d'autres choses aussi. On a un niveau qui est un petit peu le niveau suprême, qui est le niveau 5. Et le niveau 5, c'est le type de culture en fait qui permettent un peu des innovations qui changent le monde. Donc les exemples, ça peut être Apple quand ils ont créé le Mac, ça peut être Pixar quand ils ont créé leur meilleur dessin animé. Et par contre, c'est très très difficile de se stabiliser à un niveau 5. Donc en général, on a des équipes qui se stabilisent à un niveau 4. Je vais expliquer peut-être plus en détail ce que ça veut dire. Niveau 4, puis ensuite, tout d'un coup, ils ont des percées comme ça, niveau 5, quand ils arrivent à s'aligner sur un objectif qui les transcende un peu, qui peuvent aller au-delà de l'organisation. Et souvent, c'est des innovations, des missions qui changent, qui peuvent carrément changer le monde. Mais attardons-nous peut-être sur les tribus de niveau 4, qui finalement sont, je pense, les tribus qui sont les plus intéressantes et vers lesquelles il faudrait essayer de tendre. Et qu'est-ce qui les caractérise un petit peu plus en détail? Et je sais que Julien, tu aimes beaucoup tout ce qui est militaire, le leadership militaire, etc. Et ce qui caractérise les tribus de niveau 4, c'est vraiment une adhérence à des valeurs fortes. Et en fait, quand on regarde ces équipes d'élite ou ces squads militaires d'élite, où on peut aussi prendre des exemples d'équipes de sport, par exemple, c'est très intéressant aussi. Le meilleur exemple que j'ai, c'est les All Blacks, l'équipe de rugby néo-zélandaise qui partagent des valeurs fortes. Ce qui caractérise une tribu de niveau 4, c'est vraiment ça, c'est une adhérence à des valeurs. Et finalement, c'est ça qui soude le groupe. Parce que quand on regarde des tribus de niveau 1, 2 ou 3, finalement, il n'y a pas de leadership à ce niveau-là. Les gens, généralement, soit sont sceptiques, même si l'entreprise a une mission ou des valeurs ou des choses, il y a beaucoup de déférence par rapport à ça. Il n'y a pas de croyance que ça a un réel impact. Et du coup, c'est pour ça qu'on a des cultures qui sont très 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 solitaires. Et ce qui caractérise ces tribus niveau 4, c'est ça, c'est l'adhérence à des valeurs fortes. Et finalement, c'est ça qui permet d'unir et de solidariser des équipes. Et quand on regarde les meilleures équipes, qu'on les analyse un petit peu, les All Blacks, si on prend les Navy Seals ou d'autres, finalement, on voit que c'est ça qu'ils partagent. Et finalement, quand il faut prendre des décisions, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir en fait qu'est-ce qui dicte, comment est-ce que l'équipe prend des décisions aussi sous pression et dans le stress. Quand on voit les Navy Seals ou d'autres, ou des équipes de sport, ils sont souvent dans des situations de stress. Et finalement, s'il y a une réelle adhérence à des valeurs fortes, finalement, c'est ça qui dicte la prise de décision. Donc, en tant que manager, si on veut créer des équipes qui soient fortes et soudées, il y a un réel besoin d'unir les équipes autour de valeurs fortes. Et la clé, et c'est là en fait où ça commence à devenir intéressant, c'est que si en tant que manager vous héritez d'une équipe ou une tribu, une équipe qui est dans une tribu de niveau 2, en fait vous n'arriverez pas, vous allez être rejeté en tant que manager si vous arrivez avec non on va faire des valeurs machin, c'est quelque chose qui va pas marcher. Donc en fait on peut pas élever une culture, on peut pas bypasser un niveau. Ça veut dire que si l'équipe, la tribu opère, discute à un niveau 2, on est forcément obligé de passer au niveau 3 pour ensuite monter à un niveau 4. Donc c'est, je pense, quelque chose aussi que Julien voit en ce moment dans certaines équipes qu'on a. Et donc il y a beaucoup de travail à faire aussi de manière individuelle pour montrer à ces différents individus qu'ils ont déjà une valeur personnelle, favoriser ça en tant que manager. Donc, essayer de faire monter à un les différentes personnes de la tribu déjà à un niveau 3, et ensuite commencer à parler un langage de niveau 4, ça va commencer à résonner plus. Mais c'est très dangereux d'essayer de cultiver des valeurs ou de parler de valeurs si on a une tribu de niveau 2. Et ensuite, voilà, si on a une tribu avec des gens qui sont au niveau 3, qui sont très compétitifs, très individuels, en général à ce niveau-là, c'est un des leviers qu'on a qui fonctionne souvent bien, c'est soit
mettre en équipe quelqu'un qui a déjà une mentalité niveau 4 et quelqu'un qui est au niveau 3, les faire travailler en collaboration sur un projet. En général, ça aide à la personne à se rendre compte qu'il y a quelque chose un petit peu au-delà. Ou alors de le mettre sur un objectif où il n'arrivera pas à le faire tout seul. De le mettre dans un contexte où il sera un peu forcé de collaborer. Et puis vous, en tant que manager, vous arrivez à essayer de faire ressortir les bonnes choses, de montrer que le travail collaboratif a du bon, puis petit à petit amener des valeurs comme ça. Et si vous arrivez petit à petit à créer une culture qui se rapproche de plus en plus d'une culture de niveau 4, où vous avez l'impression que les gens, les personnes que vous avez dans vos équipes commencent à résonner un petit peu plus, ou quand vous parlez de valeurs, ce genre de choses, vous sentez que ça commence à résonner, et puis qu'il n'y a plus de différence, on va dire. Là, vous pouvez commencer, je pense, à travailler peut-être avec un petit groupe. Moi, j'aime toujours bien travailler avec un groupe de personnes qui y croient plus, pour ensuite scaler l'approche à un plus grand nombre. Donc de commencer un petit groupe et vraiment travailler sur les valeurs qui sont fortes, et commencer à essayer de les faire émerger aussi de manière bottom-up. Chez Swissborg, on a des valeurs qui sont aussi des valeurs d'entreprise, mais des fois c'est intéressant de faire le travail bottom-up, puis après c'est des fois de rassembler les deux types de valeurs, ou alors de donner une valeur et voir comment nous, dans l'équipe, on a l'impression de la mettre en œuvre ou pas. Et si on ne la met pas en œuvre, c'est intéressant d'en discuter. Mais la chose la plus importante en tant que manager, c'est aussi qu'il faut que vous arriviez à vivre ces valeurs-là. Et la meilleure manière de le faire, c'est quand vous prenez une décision, essayer d'être le plus fidèle possible aux valeurs, et au début, en fait, dans votre communication, de toujours revenir aux valeurs le plus possible. Quand on prend une décision et quelque chose, revenir à la mission, revenir aux valeurs, c'est super fondamental, parce que c'est vraiment quelque chose qui permet, en fait, au fil du temps, de souder l'équipe. Parce qu'au début, ça va peut-être paraître un petit peu artificiel les premières fois, mais si vous arrivez à être consistant et honnête dans la démarche, parce qu'il faut aussi être honnête, persistant, et montrer qu'il y a une réelle croyance. Et je crois beaucoup au leadership par l'exemple. Et si vous arrivez à être consistant dans cette approche-là, petit à petit, vous allez voir qu'il y a une culture de niveau 4 qui va commencer à se développer dans vos équipes. Et au bout d'un moment, vous n'aurez plus besoin de le faire vous-même. Parce généralement, il y a toujours 1, 2 ou 3 personnes qui croient plus ou qui sont plus avancées que d'autres dans leur démarche. Et souvent, ça donne des points de relais. Donc chez Swissborg, on a une structure de management avec des engineering managers, etc. Mais on a aussi une career ladder où on a des développeurs qui peuvent prendre du grade en tant que contributeur individuel. Donc on a aussi, en tant que figure de leadership chez nous, on a autant les managers que nos staff ingénieurs. Et souvent, c'est ces staff ingénieurs qui prennent le relais aussi. Donc dans les décisions techniques, dans les prises de décision, on voit qu'on a beaucoup de relais avec ces gens-là. Et ça donne aussi beaucoup d'appui, en fait. Donc c'est une stratégie qui fonctionne assez bien. Peut-être Pierre, ça peut rebondir sur ta question sur les... c'est la question, ça fait suite du coup au billet que Julien avait écrit sur Medium, sur le fait que donc, chez Swissborg, vous avez pris la décision de ne pas avoir de team lead / tech lead. Et du coup, c'était une question que je me posais. Est-ce que c'est une décision qui a été là, on va dire, depuis le début? Donc même quand toi t'as rejoint, quand il n'y avait que 20 ingénieurs, est-ce que c'était déjà le cas? Et on va dire, c'était une décision qui a été sciemment prise depuis le début? Ou est-ce que il y en avait au début et ensuite, en évoluant, vous avez décidé de les rayer ou de les monter en engineering manager, mais du coup d'extraire justement ce single point of failure quasiment, qui en fait, si jamais il se passe quelque chose, on va pas vers l'équipe, mais on va vers le responsable de l'équipe. Et donc forcément, ça réduit du coup le sentiment d'ownership des gens dans l'équipe, parce que s'il se passe quelque chose, ils disent bon, au pire c'est pas moi, c'est le chef qui va prendre, et ensuite il reviendra vers moi, mais personne va venir me chercher à part mon chef, quoi. Et c'était pour savoir, est-ce que c'était une décision qui a été prise sciemment depuis le début, ou est-ce qu'avec l'évolution de l'entreprise justement, c'est venu a posteriori? Non, c'est venu dès le début, parce que notre CTO avait une dent contre les tech leads. Donc c'était un... Okay. Mais après il y a une justification. Donc en fait sa justification dans laquelle je crois, c'est que une des problématiques du tech lead, c'est que ça commence à ossifier un peu des rôles et des équipes. C'est-à-dire que si je suis dans une équipe et que je suis promu quelque part tech lead de l'équipe, et que, en tout cas chez nous, en tout cas dans les structures qui grossissent très vite, où on a besoin d'un peu de flexibilité dans l'organisation, si on commence à avoir des tech leads qui s'identifient à des équipes, ça commence à devenir très très compliqué Alors je suis pas pour les réorgs tous les 3 mois,
même si malheureusement des fois on a un peu tendance à le faire, mais on essaye de pas le faire pour le faire. Mais du coup d'avoir des rôles comme ça qui ossifient un peu la structure, ça commence à devenir très compliqué parce que les gens commencent à s'identifier à leur rôle, à leur casquette et à prendre la couverture, et ça empêche aussi des fois à d'autres personnes de prendre du leadership. Donc il y a un modèle dans lequel je crois beaucoup, c'est en fait d'avoir des casquettes qu'on peut donner et attribuer à différentes personnes sur différents projets. Et c'est quelque chose qu'on a mis en place chez Swissborg. Puis après, forcément, on a des gens qui naturellement ont plus de leadership que d'autres. Il y a des gens qui vont prendre le rôle plus souvent que d'autres. Mais du coup, nous aussi, en tant qu'engineering manager, ça permet des fois à un ingénieur qui est presque prêt pour faire une promotion, mais des fois qui n'ose pas, du coup de sponsoriser un ingénieur en disant ok, il y a un projet qui arrive, un nouveau truc, il faut que tu travailles tes skills de leadership, et là c'est une super opportunité pour toi. Et le problème c'est que s'il y a un tech lead qui s'identifie à ça, on va jamais vraiment naturellement laisser suffisamment de place, ça facilite pas ça. Donc voilà, donc du coup ça donne un petit peu l'idée, c'était de garder le plus de flexibilité possible dans l'attribution des rôles et dans le fait de pouvoir faire grandir aussi différentes personnes dans l'organisation. Donc ça a été un choix stratégique dès le début, effectivement. Ok. J'aime beaucoup l'idée des casquettes parce que justement, ça veut dire qu'au final, il y a quand même quelqu'un qui peut se retrouver à avoir, on va dire, les mêmes responsabilités qu'un team lead ou un tech lead sans pour autant avoir le titre qui du coup cristallise indéfiniment ce rôle-là. C'est intéressant, merci. Ça, après, aussi le risque qu'on n'a pas eu chez Swissborg, mais peut-être dans des organisations des fois qui sont plus établies ou d'autres, j'ai entendu dire que il peut y avoir certaines personnes qui disent en fait j'ai plus de responsabilités, plus de trucs, mais mon salaire est toujours le même, donc pourquoi vous me donnez pas plus de salaire? Donc je pense qu'il faut cultiver aussi une culture du progrès ou de faire grandir des gens, et puis de montrer finalement que une responsabilité en plus, c'est pas du travail en plus donc j'ai besoin de plus d'argent, c'est plus mon objectif de carrière, c'est ça. Cette étape-là, c'est une opportunité pour avoir ma promotion, et donc moi c'est comme ça que je le vois et que j'essaye de convaincre les gens avec qui on travaille de voir les choses, quoi. Mais c'est vrai que tout va un peu de pair, quoi. Le risque c'est d'avoir une culture pas encore prête et d'amener ça, et on peut avoir des gens qui sont en disant non mais attends, tu me donnes plus de responsabilités mais j'ai pas plus de salaire, donc je vois pas pourquoi je le ferais. Donc on essaye d'éviter ce genre d'écueil. Ok. Et puis aussi, c'est un bon moyen justement d'éviter alors je crois que c'est le théorème de Peter, mais dans toute organisation hiérarchique, chaque individu s'élèvera à son plus haut niveau d'incompétence, mais dans un bon sens, c'est-à-dire que généralement quand on est promu sur des nouvelles responsabilités, des nouveaux skills, des nouvelles choses qu'on sait pas forcément faire, et du coup c'est justement de manière d'amener quelqu'un, parce que j'ai déjà vu ça plusieurs fois où des gens ont été promus sur des nouveaux postes qu'ils connaissaient pas. Ça m'est arrivé par exemple dans un stage, je suis arrivé, du coup le chef de projet venait tout juste d'être fraîchement promu littéralement de la semaine dernière, et ce projet-là c'était un peu le projet ça passe ou ça casse, sauf qu'on parlait d'un projet à 2 millions, donc évidemment ça a cassé puisqu'il avait pas du tout les skills nécessaires pour gérer l'équipe, il était beaucoup trop tourné sur la technique et pas du tout sur la gestion de projet ni le management des équipes, et ça a été un fiasco total, et il s'est avéré que du coup il a démissionné parce que justement il a foiré sa promotion. Et j'ose imaginer que dans une organisation où justement il aurait pu tâter un peu le terrain avant vraiment de passer, il aurait pu faire monter ses skills et du coup ne pas se foirer sur son tout premier projet, quoi. Donc après bon voilà, l'entreprise a aussi, je trouve, déconné de lui donner un si gros projet dès le premier coup, mais bon, pour le coup on va dire c'était 50-50, quoi. Ouais, c'est ça. On retrouve le même problème avec la promotion genre tu vois, le plus senior de l'équipe, après on a besoin d'un manager, vas-y, le plus senior de l'équipe on le premier manager. Exactement. Et puis on voit ce qui se passe, quoi. C'est vrai qu'à Swissborg on a tendance à plutôt promouvoir les gens une fois qu'on sait qu'ils sont au niveau, c'est plus une forme de reconnaissance que l'inverse, quoi. Exactement. Puis après c'est vrai que il y a quand même des grandes étapes dans les carrières. Entre un manager ou un directeur ou un VP, on voit que la nature du travail change assez drastiquement. Donc ce qu'on essaye de faire effectivement chez nous, c'est beaucoup de coaching en fait. Ce que j'avais fait aussi pas mal avec Julien. Et puis d'essayer avec les autres managers aussi. Mais c'est super critique, quoi. Et c'est vrai que d'être propulsé dans un nouveau poste avec de nouvelles responsabilités,
sans aucune formation ou autre. C'est souvent une recette à l'échec si la personne n'a pas eu d'expérience avant. Donc oui. Cool, merci. Donc pas de tech lead chez Swissborg. Ouais, non, bon, j'ai une réponse encore plus complète que dans le billet de blog. Et du coup, donc une autre question que j'ai aussi. Alors donc, je vais prendre l'exemple de l'entreprise. Là où je suis, donc dès le moment où je suis rentré dans l'entreprise, donc on était à peine une petite dizaine, on avait déjà en fait des valeurs qui avaient été définies par du coup les fondateurs, donc 4 valeurs, donc le No BS, Pursuit of Excellence, Feedback Obsess et Healthy Ego. C'est les 4 valeurs qu'on a. De ton point de vue, à nouveau, je cherche pas à dire c'est bon ou pas bon, mais est-ce que c'est une bonne idée d'instaurer des valeurs avec aussi peu de monde, parce que du coup donc à peine 10 personnes, on est en dehors de la définition de la tribu qui est de 20 à 150. Est-ce que pour toi c'est le bon moment pour justement avoir ces valeurs-là, ou au contraire, il vaut mieux attendre de grossir la tribu et d'atteindre grosso modo 20 personnes pour dire ensuite, ok, on se met tous autour d'une table, parce que 20 personnes, on peut encore se permettre de le faire, et on décide ensemble de ce qui nous représente, quelles sont nos valeurs, ou est-ce que c'est une bonne idée d'avoir vraiment les fondateurs qui imposent leurs valeurs, et du coup, vont essayer de recruter du coup des gens qui fit dans ces valeurs-là? C'est une très bonne question. Je crois qu'il y a 2 écoles. Je crois que c'est Ben Horowitz, un des grands venture capitalistes. La Silicon Valley, lui, croit beaucoup à un modèle qui est plus top-down. Ça veut dire que dans une start-up, par exemple, les founders ou le founder, parce que tu le veuilles ou non, en fait, les valeurs seront là, ou la culture, elle sera établie par les founders. C'est juste, est-ce que tu l'explicites ou pas. Donc, est-ce qu'il faut les écrire ou pas? C'est une bonne question. Franchement, honnêtement, j'ai pas la réponse. Mais je pense qu'à un moment donné, c'est sain de, en tout cas, faire ce travail. Parce qu'au début, de toute façon, on est tellement dans le nez dans le guidon, de sortir un truc, et finalement, ce qui est important, c'est pas tant d'avoir des valeurs et des trucs, parce qu'on sait pas en fait si on existera encore dans 3 mois ou dans 6 mois. Donc, je pense que le focus au début doit plus être sur voilà, enfin, on va pas refaire l'histoire des startups, mais pas forcément sur les valeurs. Si on voit que la structure a de l'avenir et qu'on va commencer à devoir recruter d'autres personnes et qu'on a peut-être arrivé à un milestone qui était important, puis il y a une forme de remise en question de qui on est, ou peut-être que la boîte a pivoté, des fois il y a un petit peu des périodes comme ça, ou des événements qui peuvent être un peu traumatisants ou qui ont un impact assez important sur la structure. Et c'est souvent dans ces moments-là où d'un coup ça trigger un peu ce genre de conversation. En tout cas, je pense les 2 choses qui sont saines, je pense, c'est que finalement les founders, ils vont venir avec leur propre culture et leurs propres valeurs. Et donc il faut si on veut être mon avis, c'est que pour être un bon leader, il faut avoir des valeurs fortes et saines, et essayer d'être le plus transparent possible sur ces valeurs quand on prend des décisions. Et il faut le plus possible éviter, ou il faudrait jamais le faire, mais de dire quelque chose et de faire l'inverse, parce que tout le monde dans l'organisation va voir, et ça va devenir totalement obvious que c'est du BS, et donc plus personne va vous croire. Donc en fait, c'est peut-être même plus dangereux de officialiser des valeurs et de pas les vivre, en fait. Et d'un coup, on va se dire, de toute façon, c'est juste un truc qui est placardé au mur, mais personne n'y croit, et ça va peut-être renforcer le sentiment que c'est du bullshit. Les gens vont perdre potentiellement leur foi ou les croyances dans leur équipe de leadership. Donc c'est peut-être même plus dangereux. Donc j'aurais plus à dire, essayez d'être le meilleur leader possible. Vivez vos valeurs et peut-être communiquez sur ce qui est important pour vous quand vous prenez une décision, puis vous allez voir que en fait il y a une culture saine qui va émerger de tout ça, et peut-être qu'à un moment donné c'est sain de discuter avec les équipes en disant c'est peut-être un bon moment d'en discuter, et puis il y a des workshops qui existent, des choses pour faire émerger ces valeurs là qui sont intéressantes. Et ouais, je pense qu'à ce moment là c'est un bon moment de dire finalement qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui nous anime, comment est-ce qu'on prend des décisions quand on est stressé, pourquoi on prendrait cette décision-là plutôt qu'une autre, puis on essaye de creuser comme ça, puis on fait émerger des valeurs qui sont les vraies valeurs. Ouais. Je pense que c'est comme ça que je répondrai à la question. Ok, super, merci. Et j'en ai une de plus, qui est du coup spécifiquement pour Swissborg, mais pour le coup qui s'adresse à n'importe quelle organisation qui décide de travailler en remote. Est-ce que vous pensez, pour le coup c'est une question ouverte pour toi Julien et aussi François, est-ce que vous pensez que pour avoir un système en remote qui fonctionne, il faut à minima opérer à partir du niveau 3 ? La question...
pourquoi je la pose, c'est parce que par exemple à GetGround, je considère qu'on avait, je pense, une tribu de niveau 3, voire 4, plutôt des individus au niveau 4, mais la majorité au niveau 3, tant qu'on était en remote. Et en fait, on est plutôt redescendu, je dirais, à un niveau 2 depuis la fin du remote, puisqu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a un peu été sondé et on nous a dit, est-ce que vous voulez revenir plus fréquemment au bureau? On a majoritairement répondu non. Et on a eu la surprise, du coup, de devoir revenir 3 jours obligatoires au bureau par semaine, ce qui, évidemment, a créé beaucoup de problèmes et du coup une grosse perte de confiance spécifiquement sur les values, surtout sur le feedback obsess, c'est-à-dire il y avait le feedback mais la décision était prise complètement diamétralement opposée, et surtout c'est-à-dire que une des raisons sous-jacentes que je suspecte, c'est le fait de ne pas avoir suffisamment de confiance principalement sur les ingénieurs qui travaillent depuis chez eux. Et ce qui s'est passé au final, c'est que j'ai senti une grosse perte de productivité depuis les ingénieurs sont de retour au bureau physiquement, parce que justement ils ont un peu ce gros poids derrière leur tête qui est on nous a fait revenir au boulot parce qu'on ne nous faisait pas confiance qu'on délivrait assez chez nous, et le résultat est qu'ils délivrent pour le coup encore moins maintenant qu'ils ont été forcés au retour au bureau. Donc moi j'ai clairement vu une perte de niveau, c'est-à-dire je pense qu'on est passé d'un niveau 3-4 à clairement un niveau 2 à ce niveau-là. Mais donc pour revenir à ma question originale, est-ce que vous pensez que pour des équipes qui opèrent en full remote, il faut quasiment se forcer à avoir à minima un niveau 3, sinon on risque d'avoir justement des personnes chez eux qui, pour ainsi dire, font rien, parce qu'ils n'ont pas justement ce drive, cette envie de faire des grandes choses, quoi. C'est une très bonne question. Moi, je suis de plus en plus partisan où je crois beaucoup en fait au cercle vicieux ou vertueux. T'es un peu dans tout ce qui existe, finalement, d'avoir des systèmes à l'équilibre, c'est quand même très compliqué. Et puis après, quand tu commences à changer des choses, on voit que je commence à le voir de plus en plus dans le produit, dans l'engineering c'est pareil, dans la culture, dans les process. Quand on commence à changer des variables du système, en fait, c'est souvent des choses qui s'amplifient d'un côté ou de l'autre, quoi. Puis après, si on arrive à être mindful sur le process ou ce qui peut avoir de l'impact, c'est là où ça commence à devenir intéressant. C'est qu'on voit que on peut commencer à changer le système, puis ça met en place une boucle de feedback positive, et puis en fait on monte petit à petit, ou inversement dans l'autre sens. Donc ce que tu décris, Pierre, moi je vois plus ça comme un peu une boucle ou un peu une spirale descendante. Ça veut dire que t'es un peu à niveau 3, puis après en fait si ça part sur des mauvais principes, un manque de confiance, un truc comme ça, forcément ça va se ressentir aussi. Puis il y a beaucoup de non-dits, mais en fait je trouve même si on le dit pas, on ressent si on nous donne de la confiance ou pas sur des petites allusions, des choses. Du coup, ça devient vite assez obvious. Et d'autre côté, si on fait le pari de la confiance et que la culture est bonne, en fait, on est plus dans un cercle vertueux, et du coup, les choses se passent mieux. Donc, j'aurais tendance à dire, si c'est un peu le pattern qui se passe, il faudrait avoir idéalement des leaders et des managers dans l'organisation qui reconnaissent ça et puis qui, du coup, essaient d'aller comprendre et puis réélever la culture petit à petit. C'est beaucoup de travail, quoi. C'est ça qui est des fois. Et après remote, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient que le remote ça marcherait vraiment pas et d'autres, mais j'ai beaucoup de contacts qui étaient très sceptiques. Et en fait, avec une culture qui est saine, le remote marche finalement. Je pense qu'on voit quand même qu'on perd quand même en vélocité et en rapidité. Il y a quand même des choses on perd quand même quelque chose en remote. Mais avec la bonne culture, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent au final. Et on voit que les gens sont quand même très heureux. Alors après, moi, personnellement, j'aime beaucoup retourner au bureau 2 ou 3 jours par semaine, parce que même si mes équipes sont pas là et que finalement je passe ma journée dans un de ces téléphones bouffe là, et puis et je suis en meeting avec des gens qui sont ailleurs en Europe, mais avoir ce contact avec les gens à midi, de pouvoir de temps en temps aller prendre une bière et ça reste important. Mais voilà, je pense que peut-être le remote c'est quelque chose qui amplifie peut-être un problème qui est sous-jacent plus que quelque chose qui va se passer. Ok, super, merci. J'ai l'impression que quand les gens ils ont tendance à s'identifier, donc si tu dis aux gens, même sans leur dire en fait, mais dans les actes, tu vois, en disant non mais vous allez quand même revenir au bureau, les gens ils comprennent, eux ce qu'ils entendent c'est
tu ne fais pas confiance. Même si avant, on s'était jamais trop posé la question de est-ce qu'on me fait confiance ou pas, mais bon, la culture faisait que oui. Là, ça renvoie un peu le message de on ne te fait pas confiance, et du coup, peut-être on a besoin de s'identifier aussi à l'image que la personne en face de nous a de nous-mêmes, et peut-être qu'on va commencer à être une personne sur qui on peut peut-être un peu moins compter. On dit souvent les enfants, il faut toujours qu'ils se confortent à l'image qui pensent qu'on a d'eux. Oui. Donc si on leur dit tout le temps, de toute façon toi t'es con, et ils vont pas essayer d'agir intelligemment, même si ils sont capables de le faire. Ça crée comme ça une spirale négative, justement. C'était l'exemple avec un coach d'une équipe qui disait en gros à un gars t'es génial, tu seras la prochaine superstar au football, et il y en a un autre qui disait toi t'es nul à chier, t'arriveras à rien, et du coup comme de fait ça se réalisait que le très bon devenait encore meilleur, et celui qui lui disait t'es nul devenait encore pire jusqu'à ce qu'il quitte l'équipe. Donc ok, et c'est exactement ça pour le coup. Ouais, ils ont fait des expériences dans les écoles aussi, je crois. C'est ça, ouais. Oui. En inversant. Ouais. Et ils ont fait aussi l'exemple inverse, qui était par exemple quelqu'un qui était pas très bon, justement, de lui dire allez, franchement, on croit en toi, tu peux y arriver, on va t'aider, on sait que tu peux le faire, et ça a donné des résultats incroyables. Et ils ont aussi testé, mais dans une moindre mesure, d'essayer de shut down ceux qui étaient vraiment très bons, et pour le coup, ça a marché aussi, en leur mettant plein dans la tronche, en disant en fait, t'es pas si bon que ça, il y en a plein d'autres qui sont meilleurs et tout ça. Généralement, il y avait une grosse perte de morale et leur note dégringolait. De toute façon, la pédagogie par l'échec, c'est bien pour faire un statement, tu vois, pour créer une réaction rapide, mais après, si tu veux bosser sur du long terme avec quelqu'un, c'est ça. Il faut leur remonter un peu le moral. Exact. Montrer qu'on croit en eux et qu'ils devraient croire en eux, pas aussi comment les gens ils peuvent croire en eux-mêmes si personne autour croit pas croit en eux, quoi. C'est ça. Monsieur Helg, est-ce que vous avez quelque chose pour finir, quelque chose à rajouter pour conclure ce bel épisode? Déjà que j'étais ravi de discuter avec vous. Après, peut-être juste pour conclure, si vous êtes manager et que vous êtes reconnu un peu dans les situations que j'ai présentées, je vous recommande de lire ce bouquin, Tribal Leadership. Je pense que ça va vous donner de bons outils. C'est un bon cadre, un bon framework. Et puis si vous avez des équipes qui sont démotivées, etc., assommez-les pas directement avec les valeurs et les choses, ça va être contre-productif. Donc voilà, il faut aller discuter, coacher les personnes de vos équipes pour les faire monter à un niveau 3, et puis ensuite essayer de créer quelque chose niveau 4. C'est là où il y a plus de plaisir, de bonheur à créer quelque chose en commun. Et c'est en général ce qui est motivant dans le travail. C'est quand on travaille sur quelque chose qui nous dépasse, qui nous motive. Et je pense que c'est notre rôle, en tout cas un des rôles importants qu'on a en tant que manager, de motiver les personnes et de les aligner sur une vision et une mission qui nous motive. Donc n'hésitez pas à lire cette référence-là, c'est hautement recommandé. Et c'est très facile à lire en plus, le bouquin est vraiment pas très grand, c'est bien découpé en chapitres, ça explique vraiment chaque étape, chaque niveau de tribu, comment les reconnaître, comment ça donne beaucoup d'idées sur comment passer de l'un à l'autre, donc comment passer de niveau 1 au niveau 2, niveau 2 à niveau 3, etc. Donc le bouquin est assez didactique, c'est pas forcément un truc que vous avez besoin de lire en une fois, mais c'est au contraire quelque chose qui est bien d'avoir à côté sur son bureau et sur lequel on peut revenir régulièrement. Et j'ai une dernière question du coup qui vient de m'arriver en tête suite à ce que tu as dit, François. Du coup, ma question c'est est-ce que du coup, donc quand on met en place par exemple ces systèmes-là, donc par exemple si c'était Scrum ou Kanban, évidemment on doit l'expliquer à l'équipe pour qu'ils y adhèrent ou non, enfin voilà, et on ajuste en fonction pour que ça ait le résultat escompté. Dans le cas par exemple d'une équipe, est-ce que ça t'est déjà arrivé de venir à une équipe et dire bon, écoutez, ça fait quelques semaines, je vous observe, je suis votre chef d'équipe maintenant, j'ai remarqué qu'on était au niveau 2, je vais vous expliquer ce que c'est le niveau 2 et comment est-ce qu'on arrive au niveau 3 ou 4. Est-ce que de ton expérience c'est quelque chose qui est meilleur
meilleur de dire ouvertement et d'expliquer aux gens vraiment que tu veux les emmener un niveau au-dessus, ou est-ce que c'est plutôt quelque chose d'implicite que en tant que manager tu sais que tu communiques pas forcément à l'équipe, non pas parce que tu veux le cacher, mais juste parce que ça n'a pas d'intérêt, et toi derrière, hop, tu fais ce qu'il faut pour justement les faire monter. Mais du coup, est-ce que de ton point de vue, c'est plutôt quelque chose qu'il faut dire ouvertement et les faire en gros comprendre que tu veux les faire monter, ou est-ce que c'est plus implicite de ton expérience? C'est une super bonne question. Et honnêtement, je me la suis posée et j'arrête. En fait, je me la pose peut-être pas tous les jours, mais parce qu'il y a quand même le risque. Ça reste des bouquins en fait. C'est des outils qu'on utilise. Et puis, alors même si j'aime beaucoup lire et que ça m'inspire beaucoup, au bout d'un moment, je pense quand même que c'est des choses qu'il faut qu'on digère et qu'on. Parce que oui, ce bouquin Tribal Leadership, ça offre beaucoup d'outils, on va dire un cadre que j'utilise assez fréquemment. Mais après, le truc, c'est que quand vous allez aller faire le coaching ou discuter avec les gens, en général, je vais aller m'inspirer d'autres bouquins que j'ai lus ou d'autres expériences. Donc après, c'est plus un ensemble de choses, d'outils, de techniques d'expérience que je vais mettre en œuvre. Mais après, être explicite sur un certain nombre de choses, c'est une très bonne question. Et je pense que des fois, ça peut aider, peut-être à poser un diagnostic et en faire une sorte de constat. Parce que des fois, c'est un peu elephant in the room. Ça veut dire que, ou alors les gens, ils sentent quelque chose, mais ils n'arrivent pas à l'expliquer. Des fois, mettre un mot sur une situation, quelque chose qui se passe, ça peut aider à se dire, ah, ok, alors c'est ça qui va pas. On en est tous conscients, on peut le verbaliser. On peut en discuter, on peut en débattre, et ensuite on peut essayer de le dépasser, aller au-delà. Donc c'est une très bonne question. Je me la pose assez souvent sur à quel point il faut être transparent ou pas sur un certain nombre d'outils. Et je pense que des fois ça peut être productif. J'imagine que je peux trouver d'autres contre-exemples, j'imagine. Mais de se poser la question, je pense que c'est intéressant. En tout cas, je me la pose. Cool. On dira en fonction de la situation, du coup. En fonction de la situation. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que déjà, si on en parlait un peu tout à l'heure, mais si tu identifies que c'est une tribu niveau 2, bon bah déjà les trucs théoriques, etc., juste l'idée de s'améliorer, d'amélioration continue, ça va pas spécialement leur parler, quoi. Donc si en plus tu leur tapes dessus en disant de toute façon vous êtes que niveau 2. Donc qu'est-ce qu'on va faire de vous, mais par contre, je me suis posé aussi cette question plusieurs fois et ça m'est arrivé. On parlait parce qu'il y a un peu ce dont on parle aussi ici, c'est la gestion du changement. Et dans la gestion du changement, t'as toujours un peu genre 20% de récalcitrants, 20% qui sont des agents du changement qu'il faut identifier, qui vont être ceux qui vont être un peu ta locomotive, et puis ensuite ceux au milieu qui s'en foutent un peu. Et du coup, tes agents du changement, je trouve que au moins, sans nécessairement leur dire je pense que vous êtes niveau ci ou ça, mais au moins commencer à leur introduire certains concepts quand tu commences à essayer d'enclencher quelque chose, ça va leur permettre à eux aussi de leur donner les outils que tu veux, implicitement ou explicitement, pour qu'ils fassent leur travail d'agent du changement. C'est quelque chose que j'ai vu qui fonctionne pas trop mal en fait. Quand tu arrives dans une équipe, ça m'est arrivé d'aller dans une équipe pour les aider et le manager me disait mais je sais pas quoi en faire de cette équipe, et je voyais que en fait déjà le manager était lui déjà un potentiel agent du changement. Il pouvait parler à un niveau 3, un niveau 4, mais il avait du mal à communiquer avec son équipe, et du coup là, expliquer un peu comment, etc. Lui poser un peu des questions et lui poser des questions qui sont dans le bouquin, pour que lui-même se pose des questions de comment mon équipe réagit dans telle ou telle situation. Ah d'accord, donc ils sont plus comme ci comme ça, et ensuite voilà, faire avancer. Mais après aller de but en blanc sur toute l'équipe en disant j'ai un plan, vous inquiétez pas, c'est un peu trop bien se passer. Trop explicite. Oui, il y a aussi quand même, quand vous êtes le manager, il y a quand même une posture assertive qu'il faut assumer. Parce que le risque aussi d'être des fois trop transparent avec les outils ou la méthode, ça peut donner on peut transparaître le fait qu'on n'est pas assez en confiance et qu'on doit se rabattre sur des outils ou des trucs. Donc après c'est assez subtil, hein. Mais je pense qu'il faut voir, comme je dis, quand ça fait sens ou pas. Mais comme quand vous êtes prof, on vous apprend la pédagogie ou des choses, vous n'allez pas, quand vous êtes devant votre classe, vous n'allez pas dire ah ben là on va prendre tel truc machin. Donc c'est quelque chose au bout d'un moment qui doit vous habiter, puis on sort les outils qui nous semblent pertinents au bon moment. Mais montrer les ficelles, des fois c'est pas forcément super productif, je pense. Très bien.
On va conclure cette émission. On espère que ça vous aura plu. Merci François infiniment. Ça faisait longtemps qu'on en parlait de cet épisode. Je suis content qu'on puisse enfin prendre le temps de le faire tous ensemble. Donc merci beaucoup pour ton temps. Et est-ce que tu peux dire à nos auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut en savoir plus ou suivre ton actualité? Je suis pas quelqu'un qui est beaucoup sur les réseaux sociaux. Vous allez me trouver sur Twitter. Je suis pas beaucoup sur François Helg, @FrançoisHelg, si je dis pas de bêtises. LinkedIn, pareil. Vous tapez François Helg, vous allez me trouver. Donc si vous êtes manager, leader, peu importe, et que vous avez envie de continuer cette conversation avec moi ou Julien ou Pierre, n'hésitez pas à me mettre un petit message sur LinkedIn. C'est avec plaisir que je répondrai. Excellent, merci beaucoup. Pierre, où est-ce qu'on te retrouve ? Comme d'habitude, soit au pub du coin, plus pour très longtemps, donc dépêchez-vous. Sinon sur LinkedIn ou sur mon site perso, donc pierre.ferret-ferrand.fr. Il faudra un jour que je raconte l'histoire derrière ce nom, mais ce sera pour un autre jour. Et toi, Julien ? Et moi, c'est sur julien.deret.fr où vous trouverez tous mes liens et mes projets. Vous me retrouvez aussi régulièrement dans le podcast Relife, le podcast de l'amélioration du quotidien, de l'amélioration du quotidien. Merci d'avoir écouté Agiliste. Si l'émission vous a plu et que vous avez appris quelque chose, on vous invite à nous laisser une note sur Apple Podcast, un commentaire, faites vivre la communauté, découvrez-nous sur LinkedIn, un peu partout. N'hésitez pas à commenter et puis à rentrer en contact avec nous. Vous êtes finalement assez nombreux maintenant à rentrer en contact un petit peu et c'est toujours intéressant de discuter et puis de vous inviter parfois pour un épisode. C'est un plaisir même. Donc oui, c'est un plaisir. Donc si vous voulez intervenir dans Agiliste, venir discuter avec nous, passez-nous un message et puis on sera ravis de vous accueillir. En attendant, on vous retrouve dans 15 jours pour nos discussions sur l'agilité. Salut Pierre, salut François. Salut François, salut Julien. Et encore merci François. Mais avec grand plaisir. Salut Julien, salut Pierre.